Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, et bienvenue dans la causerie, l'émission en négatif de J+1. Une émission d'avant-match consacrée à la rencontre entre Metz et Monaco pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, et une rencontre qui se disputera au stade Saint-Symphorien demain soir à 20h45. Pour m'accompagner, je serai avec Romain. Salut Romain. Salut Damien, salut tout le monde. Ça va depuis hier ? Ah oui, et toi? Ça va. Au sommaire donc de l'émission, on va faire un rapide retour sur vos notes pour la rencontre de Dijon, donc avant de basculer ensuite sur la rencontre de Metz, avec un point sur le contexte de la rencontre, historique et quelques statistiques. Ensuite, nous vous proposerons quelques extraits de l'entretien réalisé avec Flo, donc qui est un jeune supporter messin et rédacteur pour le site Let's Go Metz, afin d'en savoir plus sur l'adversaire de la semaine. Et on terminera avec le groupe de Leonardo Jardim et notamment une information de taille, on y reviendra. Et ensuite on vous donnera notre proposition, suggestion de composition pour cette rencontre. On va commencer sans plus tarder, Romain, avec une première info. Deux infos même en préambule. La première, c'est, donc on n'a pas pu l'évoquer dans la Gazette hier, puisque c'est tombé aujourd'hui, c'est la prolongation de Kevin Ndoram jusqu'en 2022. C'est ça, donc le petit de Jaffet, le fils de Jaffet qui prolonge. Il faut noter que Jardim n'a pas souhaité le voir prêter, le voir partir en prêt cette année, alors qu'un intérêt de Metz, par exemple, s'était fait savoir. Ça peut paraître logique, il semble vouloir compter dessus, le faire jouer, a priori. Donc le prolonger, ça semble normal. L'année dernière, il a participé à 8 matchs, si je ne m'abuse. Bon bah voilà, on prolonge un jeune jusqu'en 2022 et bon, c'est un jeune sur lequel semble compter Jardim. Ouais. Après, reste à savoir s'il aura vraiment du temps de jeu, plus que l'an dernier en tout cas, ça reste... je sais pas si c'est vraiment très plausible. À ce poste-là, il y a aussi Maïté, on y reviendra, mais qui ne joue pas une minute. Donc à moins qu'il lui passe devant, on va voir. Sinon, la deuxième info, c'est Leonardo Jardim, donc qui a été nommé parmi 11 autres entraîneurs, donc il fait partie des 12 entraîneurs du coup, pour le trophée du meilleur entraîneur européen en 2017. Donc là, c'est une belle récompense pour lui, d'une belle saison, et notamment après avoir brillé au niveau européen, puisqu'il est le premier entraîneur notamment à avoir éliminé Pep Guardiola avant les demi-finales, je crois. Hein. C'était la statistique. Exact. Bon, c'est somme toute mérité, ne serait-ce que pour le jeu proposé par Oui, Monaco en championnat, l'attaque et ce qu'il a réalisé en Ligue des Champions. C'est somme toute logique de le retrouver au milieu du gratin européen. Moi, je trouve ouais. que c'est une récompense tout à fait normale. Il ne gagnera pas le titre, c'est fort probable, mais ça récompense sa bonne saison en tout cas. Et Ouais. surtout sa remise en question entre la fin de saison dernière et la fin en gros entre le prologue de la saison 2017 et la fin de saison 2017. À noter que sur les 12 entraîneurs, tu as 2 sélectionneurs, Lowe et Brésil, et 10 entraîneurs de club. En tout cas, on va revenir d'abord sur les votes de Dijon. Donc on a eu 91 votants, donc c'est beaucoup plus que lors du premier vote. Alors, on va pas se cacher, hein, c'est très satisfaisant pour nous. Et on espère que ça va continuer comme ça, même aller crescendo, hein, pourquoi pas. Soyons ambitieux. On passe la barre des 100 ce week-end. Allez. Voilà, espérons qu'on reste à cette hauteur-là. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour demain soir, puisqu'on va également proposer cet exercice à nouveau. Que ce soit sur le Twitter, sur le site internet, vous avez un onglet évaluation qui vous permet d'accéder au formulaire Google. Oh, mais je suis un fan de main de maître, hein, faut dire. Voilà, et on partage aussi le lien sur le forum d'ASM Foot. Pour ceux qui y sont inscrits, on a un petit topic qui nous est complètement dédié. En termes de notes, donc vous avez sans doute déjà vu certains résultats sur le Twitter de Radio Diagonale. Et là, pas de surprise, Romain Falcao largement en tête des notes, notamment en grande partie grâce à son magnifique triplé. Oui, il obtient une note de 8,77. Logique, mérité, tu claques un triplé, tu fais un gros match. Tu peux rajouter, c'est logique. Hein, je veux dire, personnellement, je lui avais mis 8,5, il obtient 8,77. Moi j'avais mis triplé, 9 pour deuxième le triplé. triplé en Ligue 1. Voilà. Ouais, je pense que il fait ça contre Paris, il a 10. Hein. Là, c'était Dijon. Ouais. Voilà. Ouais. Et on peut noter qu'il a fait aussi le triplé avec sa femme, voilà. Ouais. Parce que, tous nos vœux de bonheur. Oui. Tous nos vœux de bonheur à la famille. C'est un homme comblé.
Voilà, effectivement, qui est né ce matin, donc voilà, bravo à lui On a le et à prénom ou madame. pas? Hein? T'as entendu le prénom? Non, je sais Non? pas, non. Ouais. Moi non plus, Comment c'était au cas où. Ah d'accord, non, non, je sais pas. Au cas où. Je ne sais bah, peut-être qu'on le saura ou peut-être qu'on le sait déjà, mais en tout cas, je ne suis pas allé voir plus loin que ça. En deuxième place, on a Gemerson, donc avec une moyenne de 7,05, qui en plus est récompensé d'un joli but, hein, Romain. Oui, bah, il a mis une belle, un beau retourné, une petite bicyclette sur le corner. C'est le 2e but monégasque de la soirée, enfin de l'après-midi, pour être plus précis. Il a fait une bonne performance dans l'ensemble, même sur le point de vue défensif, et puis c'est dans la lignée de ce qu'il a proposé contre Toulouse. 2 buts en 2 matchs. Très, 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 très intéressant. Et un autre qui a été très bon face à Toulouse et qui était même en tête des votes, c'est Moutinho, qui réédite une belle performance et qui se classe troisième avec 6,81 sur 10. Donc voilà, il confirme son très bon début de saison. Ah, Euh, Damien, il est content! je suis content. Bah, je l'aurais vu devant Emerson, mais bon, pourquoi pas, écoute. Quand est-ce que tu vas manger avec lui ou boire un petit coup là? Ah bah quand il veut, hein. Hein, parce qu'à force que tu lui passes de la pommade, et cetera, il pourrait te rendre ça, hein. Ouais, bah oui, oui, oui. Ouais, bon, il doit pas savoir il doit pas savoir que j'existe, tu sais. Modeste animateur d'une radio obscure. Ouais. C'est vrai que tu plus d'affinité autour de Neymar, toi. euh, Ton non, bah, entourage. enfin, bon, moi pas vraiment, moi pas On va directement. pas rentrer dans les détails. Voilà. Sinon, au niveau des flops, alors il y en a pas vraiment, hein, parce que voilà, la rencontre globalement maîtrisée. C'est vrai qu'on a eu très peu de mauvaises notes. Mais parmi les moins bonnes moyennes, on peut notamment retenir celle de Ronny Lopez, qui est la moins bonne, avec 5,18. Moi, je l'avais pas mal noté, Ronny Lopez, en tout cas. Je trouvais qu'il avait fait une rencontre intéressante et que voilà, pour moi, c'était sanctionné d'un bon 6. Tu l'as mis 6,5? Ah non, pardon, je confonds avec Neymar. Tu l'as mis 6, Ouais, oui. c'est ça, voilà. Ouais. Donc, j'avais mis 6, donc ça veut dire que c'était quand même encourageant sa prestation. Subasic qui était à 5,21, donc bon, c'est difficile aussi de noter les gardiens dans ces conditions-là quand on a peu de travail à faire et qu'on prend quand même un but. Et Bah, justement, Fabinho, c'est ça, c'est le problème. hein, oui. T'as peu de Oui, oui, travail à faire, oui. mais tu le fais bien, t'as une bonne note. T'as peu de travail à faire, mais tu le fais pas bien, t'as une mauvaise note, entre Il a guillemets. fait aussi à un moment donné l'arrêt, mais bon, là, sur un but, voilà. Bon, bref. Et Fabinho, donc là, par contre, c'est plus surprenant. Il est que il a là que la troisième. Dans tes Il a surtout la. pénultièmes notes. Hein? Dans tes pénultièmes notes. C'est ça. 5,36. Donc c'est intéressant aussi parce qu'en plus ça permettra de revenir un petit peu plus tard par rapport au sondage Twitter qu'on a posté en préparation de cette émission. 5,36, pas une mauvaise rencontre de sa part, mais voilà, il est à un niveau un peu moyen en ce moment et on se posera la question un petit peu plus tard de savoir s'il doit être aligné face à Metz. On va revenir, Romain, sur le contexte de la rencontre avec notamment le classement et Monaco qui pointe à la troisième place. Alors un classement évidemment encore très resserré puisqu'il n'y a que 2 matchs, 2 victoires en 2 matchs, mais là on se rend compte qu'on est bien accompagné, notamment en compagnie des autres grosses écuries du championnat. Ouais, excepté Lille qui a déjà fait un faux pas, tout le monde, on va dire, plus ou moins est au rendez-vous. Donc c'est une très bonne chose de ne pas avoir Je laissé de pensais que plume. je pensais que tu aurais dit excepté Nice, mais t'as mis Lille. Oui, Bon. aussi, oui, oui. Non, mais en fait, je faisais plus référence aux équipes qui avaient marqué des points mais comme Nice n'en a pas marqué, c'est vrai qu'on les voit pas. Alors, il y a plus ou moins les gros, voilà, excepté Nice et Lille, qui a fait un faux pas contre Strasbourg, sont au rendez-vous. Donc, c'est important de ne pas laisser de plumes. La différence de but, plus 4, plus 5, plus 3, ça vaut pas grand-chose actuellement. Ça ne signifie pas presque rien. Donc, l'important, c'est de te dire, t'es à 6 points, comme les autres. Et puis, ce qui va être important, c'est de basculer à 9 et de voir qui bascule à 9. Et si on y bascule, on sera dans les premiers à le faire. Donc on aura au moins la tête pour un court instant sans doute, Provisoire. mais voilà, ça Mais fera toujours plaisir. ce qui peut être important, c'est de mettre un bon petit carton, histoire de soigner la différence de but, justement. Aussi, ça peut être bien, ouais. En tout cas, Ça il y ça a joue. surtout une victoire, ce serait surtout la possibilité de battre le record de Bordeaux, donc qu'on a égalé face à Dijon, 14 victoires consécutives, on le rappelle, à cheval sur 2 saisons. Là, ce serait l'occasion de passer devant pour de bon, donc inscrire un peu plus, rentrer un peu plus dans Dans l'histoire. l'histoire. Voilà, donc ce serait plutôt sympa, hein, on va pas se le mentir. Et aussi une autre série en cours, c'est 7 victoires consécutives à l'extérieur. Voilà, donc pour l'instant c'est la meilleure histoire du club, La pas meilleure série de l'histoire. meilleure série de l'histoire du club, ouais, ouais, donc voilà, bah, pourquoi pas une huitième. On va enchaîner maintenant avec l'historique et quelques statistiques. Romain, il y a eu 43 confrontations à Metz, entre Metz et Monaco.
43 confrontations pour 19 défaites, 14 nuls et 10 victoires. Ouais. Non, n'est pas si On n'est pas si, oui, on n'est pas si ouais, c'est bien. pas si avantageux qu'on pourrait le croire ou qu'on pourrait le laisser penser, on pourrait se dire, Maintenant, ouais. Metz tranquille, voilà. Maintenant sur les, 6 dernières rencontres, à Metz, nous sommes invaincus et on reste sur 4 victoires consécutives. Voilà. Alors après, c'est pas 4 saisons consécutives, hein, parce que Oui, Metz 4 a beaucoup victoires. fait l'ascenseur. Dans le lot, il y a une victoire en Ligue 2 aussi. Donc c'est vrai que voilà, il y a quand même un peu plus d'optimisme. Et puis évidemment, la situation des clubs fait qu'aujourd'hui, on peut envisager d'être un peu serein face à ces chiffres. Oui. Euh, un rapide mot aussi sur l'an dernier. Donc on se rappelle évidemment cette magnifique victoire, c'était 7-0. C'était une victoire absolument record pour le club en termes de score. Oui, parce qu'il me semble que c'est la plus grosse victoire, du cl de Monaco en Ligue 1 à l'extérieur. Ouais, bah c'est pas il te semble, C'est c'est. bien ça, tu me le confirmes? Ouais, ouais. Voilà, donc c'était le premier gros carton, la première fessée, vraiment, qu'on a mise l'année dernière. Ouais. Et on savait pas en plus En mettre qu'on plein. allait t'en voir d'autres, hein. C'est vrai que Oui, ce genre de choses, ça peut arriver exceptionnellement, mais là, derrière, ça a été confirmé, donc c'était pas juste un épiphénomène, quoi. Ça juste annonçait avant, on quelque avait chose fait de un grand. beau 4-1 à Lille, mais là, 7-0, c'est quand même autre chose. Ouais, 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 on avait. Alors, on voyait que c'était une équipe qui marquait des buts, mais là, c'était annonciateur de quelque chose de grand et on a été, on a eu cette récompense à la fin. On va revenir sur l'adversaire, donc on va vous proposer d'écouter quelques extraits de l'entretien avec Flo, donc du site Let's Go Metz. Donc là, on va un petit peu revenir sur les différents éléments qui ont un petit peu préparé cette saison, notamment sur la préparation en matchs amicaux. J'ai vu un petit peu sur les différents sites internet, etc. Visiblement, Metz a connu une préparation un petit peu compliquée dans les différents matchs. Ouais, on n'a pas su développer un jeu, mais c'est aussi surtout parce que il y avait beaucoup de jeunes qui ont intégré le groupe de préparation. Donc par exemple, ça a permis à certains jeunes de se montrer comme Gauthier Hein et Youssef Mazis qui ont pu un peu avoir de temps de jeu. Mais après il y a eu des matchs comme au OCR où on a pris 4-1. Ouais. Mais c'est pas non plus préoccupant. C'était Mm. pas non plus préoccupant. Alors tu l'as dit, il y a certains joueurs qui se sont un petit peu montrés, mais au niveau du mercato même, ça a été un petit peu compliqué justement. Beaucoup de départs, beaucoup de mouvements. Ça a beaucoup de départs et pas de remplaçants au poste qui sont partis et qui étaient importants comme Ismail Assar ou Cheikh Diabaté qui ont pas été remplacés réellement par leur Mhm. profil. Là, on a fait les 2 premiers matchs de championnat sans remplaçant d'ailleurs à leur profil. On a Ouais. perdu Mandjek Doucouré aussi. Ouais. Donc notre milieu de terrain qui était titulaire en début de saison, il était plus là. Et on a perdu Guido Milan, Simon Fallette, et puis Ouais. Franck Signorino qui n'a pas prolongé son contrat aussi, Mhm. faut le dire. Ouais, ouais. Au niveau des arrivées, il y a quand même, on va dire, la petite tête de gondole chez vous, c'est Nolan Roux maintenant. C'est ça. Il a été recruté, ouais. C'est un contrat de 3 ans, donc il va pouvoir peut-être aussi poser ses valises comme il n'a pas pu faire Erding et Diabaté. Mm. Vous avez aussi Cafu, mais je crois pas que ce soit celui du Milan, hein. Non, c'est lui de Lorient, recruté pour une belle somme d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc c'est un mercato, j'ai l'impression un peu compliqué. Comment a vécu la situation Philippe Inchberger pour cette situation? Est-ce qu'il attend vraiment plus au niveau du mercato ou il est quand même aussi conscient des limites financières? Alors hier, il a donné une interview pour Direct FM et il se sentait plutôt confiant. Il sait qu'il va y avoir des arrivées là très prochainement. Ça aurait pu même arriver aujourd'hui, Mhm. mais il est confiant et il sait que de toute façon le club de Metz, il a tenu peut-être un peu un discours comment dire encourageant parce que il l'a dit lui-même, le club de Metz, il se fait voler leurs meilleurs joueurs à chaque intersaison et c'est comme ça, il faudra faire avec quoi qu'il arrive. Donc Mhm. il a l'air conscient, il a pas l'air déçu non plus et Mhm. il, il sait il est confiant pour le maintien en tout cas. Sur ces deux premières rencontres, donc il y a la première rencontre inaugurale face à Metz, face à Guingamp, pardon, excuse-moi, donc à Metz par cette fois, avec une défaite 3-1, et là c'était un déplacement à Bordeaux la semaine dernière, une défaite 2-0, ça doit pas être non plus facile de commencer un championnat avec deux défaites d'affilée, et surtout quand on va recevoir Monaco juste derrière.
Ah, c'est sûr, le calendrier en lui-même, notre début de calendrier est vraiment pas facile parce qu'on affronte aussi Paris dans 2 journées. Mhm. Donc ouais, l'objectif était surtout de prendre 2 points face à Guingamp, ce qu'on n'a pas su faire. Donc après, le club et les joueurs le savent que ça va être difficile ces premiers temps et qu'il va falloir assurer dans cette partie de saison où l'année dernière on n'a pas été bon vers novembre, enfin octobre-novembre. Hmm. Donc c'est là où il va falloir vraiment prendre beaucoup de points. Et c'est là où aussi sûrement notre maintien va se jouer. Tu disais donc qu'il y a eu quand même un peu plus de jeux aussi, mais avec un peu plus de régularité par rapport à l'année dernière. Non, mais voilà. Enfin, après, réellement l'année dernière, il n'y avait pas réellement de fond de jeu. Ça attaquait, ça défendait, mais il n'y avait pas réellement de fond de jeu réel. Alors que là, cette année, réellement, on voit beaucoup plus de jeux. Enfin, c'est moins latéral déjà, et il y a peut-être moins de longs ballons. Enfin, c'est peut-être qu'une impression, mais il y a peut-être moins de longs ballons. Ça joue plus dans l'axe, et puis l'arrivée aussi de Poblete, peut-être ça a changé quelque chose parce qu'on a peut-être un milieu de terrain qui sait manier le ballon plus qu'un Mandžek ou un Doucouré. Pour toi, l'équipe actuelle, quels sont les manques principaux, à quel poste il faudrait davantage se renforcer justement? Pour moi, il manquerait un ailier qui va être recruté avec Sam Larsson, Mhm. un défenseur central et un milieu de terrain qui serait capable de faire un peu tout, jouer un peu plus devant et derrière en fait. Ouais. Un joueur polyvalent. Et au niveau de la composition qui pourrait être annoncée, est-ce que tu as des infos sur le 11 qui pourrait être aligné demain soir? Non, pas d'infos parce qu'en plus l'entraînement a été à huis clos aujourd'hui, donc Mhm. pas d'infos. Mais après, je sais qu'il y a des joueurs comme Bisevac, qui sont blessés face à Bordeaux. Est-ce qu'ils seront de retour demain? Je ne pense pas. D'accord. Après, on peut s'attendre à un même dispositif, type 4-3-3 environ. Il me semble que c'est un peu ça C'est si c'était un, contre Bordeaux, c'est si un, c'était contre Bordeaux. c'est un 4-2-3-1, ouais, Ouais. avec Poblete et Phillips, c'était la relance. Je pense plutôt là que ça sera Cafu justement. Je pense que ça sera ses débuts. Mhm. Après, c'est plutôt traditionnel, ouais. Ça sera Didion, Suekoto. Peut-être la charnière, ça sera peut-être Niakate, Diagne. On sait pas, franchement, on sait Mhm. pas. Merci donc à Flo pour le temps qu'il nous a consacré. On vous rappelle que vous pourrez retrouver rapidement en guise de bonus l'interview en intégralité sur notre chaîne YouTube. Vous avez environ 15 minutes d'entretien. Voilà. On va passer maintenant, Romain, au groupe. Donc il est tombé tout à l'heure en fin d'après-midi. Il y a une grosse surprise. La première, c'est que Mbappé n'est pas dans le groupe. Ça, c'est la grosse info de la journée. Et moi, j'irais même plus loin, mais est-ce vraiment une surprise? Ouais, c'était un peu c'était dans les cartons, hein. C'était Voilà. annoncé, mais bon, ça reste quand même le tremblement de terre là. Bah, dans l'idée, tu te dis qu'il est pas à 100%, tu sous-entends qu'il va pas débuter, etc. Quand tu vois qu'à Dijon, tu l'as pas fait s'échauffer, tu l'as pas fait jouer, et qu'au contraire, on a vu venir des photos, ah, il est tout seul, le pauvre, il est triste, oh, apportez-lui un mouchoir. Bon, autant le laisser à la maison et pas t'embêter avec ça. Alors bon, même si le fait de le laisser à la maison, on en voit déjà plein venir, ah, ça y est, Mbappé Oui, s'en va, Mbappé ça s'en ça lance va, quand même un Mbappé s'en débat va. aussi de toute façon. Voilà, au final, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution idéale. Ils ont peut-être essayé celle-ci, qui est peut-être la moins mauvaise au final. Pourquoi pas? Ouais, en tout cas, si dans le niveau des gardiens, il y a pas de surprise, Subasic, Benalio. En défense, Glick, Gemerson, Georges Sidibé, Touré, qui refait son retour. Alors là, À par la contre, place de Touré, il fait Radji. son retour. Effectivement, il n'y a pas Radji. Donc, est-ce que c'est Kongolo qui est là? Donc, est-ce que c'est un choix? Est-ce que Radji était peut-être un peu moins bien ou simplement juste un choix? En tout cas, effectivement, Touré a fait son retour. Il était en reprise aménagée il y a quelques jours dans le communiqué médical. Il souffrait d'une contusion au bassin. Il revient. Maintenant, est-ce qu'il sera apte à débuter? J'en doute, mais on en parlera. Au milieu, Fabinho est bien là. Sur lui aussi, il y avait peut-être un doute par rapport à sa situation. Alors Il là, est je bien. t'arrête. Oui. Parce que Jardim, on va rester sur le Mister. Il a parlé de Fabinho et de Mbappé. Pour Mbappé, on l'a déjà évoqué. Concernant Fabinho, il a dit que Fabi avait, entre guillemets, l'habitude de gérer ce genre de situation et moi le faisait assez correctement, suffisamment bien. Voilà. Donc, à l'instar de Mbappé, lui, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit dans le groupe. Voilà. Ouais. Lui, ça aurait vraiment été une plus grosse surprise, je trouve, de ne pas l'avoir dans le groupe. Je sais pas On- comment toi tu perçois la chose.
Non, oui, j'aurais été surpris. Maintenant, je serais pas surpris si par exemple il venait à débuter sur le banc, même si 3 mois, mais ça me surprendrait pas non plus. Sinon, il y a Lemar, Maïté qui est là, donc il fait sans doute le 19e homme et celui qui se retrouvera en tribune, a priori. Oh, il y a Silla Moutinho, aussi, hein, quand même. si là, il y était finalement, Maïté. Maïté, oui, mais il y avait 20 joueurs la dernière fois contre Dijon. Ah oui, c'est vrai, Là, il exact. y en a que, là, il y en a que 19, donc C'est vrai, il n'y en a que 19. ouais. Exact. Donc ensuite Lopez et Tillmans, et en attaque Carrillo, Diakabi, Falcao, Ghezal. Donc ça c'est aussi l'autre information de ce groupe, c'est que Ghezal fait sa première présence dans le groupe, Romain. Bah, il remplace Gilles Diaz qui était présent la semaine dernière. Et Moi, Mbappé. Oui, mais enfin, moi je le vois plus en termes de niveau du poste, je le vois plus qui remplace numériquement le petit Diaz qui est parti du côté de la Fiorentina. Et donc pour finir, effectivement, Moussa Silla, donc le petit jeune du centre qui monte et qui se montre un petit peu dans le groupe avec un peu plus de présence. On peut noter que Endoram est toujours absent, donc il revient Encore d'une blessé, ouais. voilà, une contracture musculaire à la cuisse. Bosquilia s'entraîne normalement, Et puisque en reprise, on va dire. Voilà. voilà, il s'entraîne normalement depuis la semaine dernière apparemment. Maintenant, je pense que voilà, il est certainement Reprise aussi physique. trop court, voilà, donc il est toujours pas dans le groupe. On va T'as Mboula passer. aussi qui est toujours absent, qui est encore absent, qui est également en reprise. Ouais, certainement. Ouais. En tout cas, il fait plus partie de la liste des blessés, donc voilà, c'est une reprise progressive Non, il a comme été annoncé Bosquilia. en reprise un peu comme Boschkilia. C'est ça, ouais. On va passer un petit peu à la composition, et également aussi ça permettra d'évoquer le sondage qu'on vous a proposé sur Twitter. Euh, on va vite passer ça. Subasic, Glick, Gemerson, ça bouge pas, on est d'accord. Basic, personne, Glick, oui. Gemerson aussi. Oui. À droite, alors, moi je vois Sidibé, toi tu verrais plutôt Touré. Oui, dans la mesure où il est sous le coup d'un carton jaune, entre guillemets, qui le suspendrait pour le match contre Nice. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Donc, par précaution, tu peux te dire pourquoi pas mettre Touré si finalement il est apte. Moi, je trouve que le choix est plutôt cohérent. Sidibé a enchaîné, mine de rien, 3 matchs. Touré avait déjà joué face à Paris. Ça serait pas non plus prenant de le voir présent pour éviter à Sidibé de prendre un jaune et de se retrouver suspendu, sachant que Sidibé, il aime bien prendre des petits jaunes. Voilà, il aime Ouais. bien. Et puis, il pourrait aussi éventuellement envisager, alors même si la saison est encore assez légère, de reposer certains joueurs, entre guillemets, avant Marseille. Possibilité aussi, même si bon, je pense que là, Et ça on a une va. semaine entre chaque match, tu Oui, vois, là, oui, donc je voilà, je pense pense que pas c'est qu'il y ait pas besoin de forcément, repos. ça prédominera pas, mais bon, si jamais. On a un autre joueur qui est possible, qui est sous la menace d'un carton jaune, d'un troisième carton jaune, c'est Moutinho, donc il est aussi dans le même cas que Sidibé. Et on va tout de suite vous annoncer le sondage. Effectivement, on vous a demandé quel paire au milieu de terrain vous souhaiteriez voir face à Metz. Les résultats ont été très serrés. Oui, Ils ont été très serrés, notamment entre deux associations. Donc c'est la paire Fabinho-Tillmans qui a été plébiscitée à 41%. Et très très près quand même, Moutinho-Tillmans à 39%. On note que même, vous avez vu, on a eu 350 votes au moment où on a décidé de l'arrêter. Donc c'est quand même un sondage assez serré, hein, pour le coup. Il y a débat, hein, clairement. Les gens ont envie de voir Tillmans, ça c'est la première info. Fabinho et Moutinho, ça balance un petit peu entre les deux, hein. ça se comprend. Kelman, tu restes sur un bon souvenir de ce que tu as vu face à Paris. Les quelques minutes qu'il a joué face à Toulouse et Dijon étaient aussi intéressantes. Alors, ça reste ta recrue phare. Tu l'as quand même payé relativement cher, entre guillemets. Donc voilà, t'as envie de le voir. C'est une de tes nouvelles têtes d'affiche. Faut pas le lancer face à Metz. Je veux dire, c'est que Metz, hein, faut dire ce qui est. Et puis ça évite aussi à Moutinho de prendre potentiellement
un jaune et de se retrouver suspendu face à Nice. Après, moi, voilà, c'est vrai que je préférais voir Moutinho-Tielemans pour ce match-là parce que c'est un match où, a priori, quand même, on devrait avoir un peu plus le ballon, on devrait quand même pas trop subir défensivement, donc je pense qu'on peut se permettre cette paire-là au milieu de terrain. Encore une fois, voilà, Fabinho est pas dans une situation non plus totalement facile, il est en deçà de Moutinho, clairement, sur ce début de saison, donc c'est vrai que je le mettrais sur le banc. Maintenant, et là tu as totalement raison sur ce point, c'est que la situation au niveau des avertissements de Moutinho est un peu tendue et qu'il vaudrait mieux quand même peut-être le garder en réserve pour être certain de le voir aussi jouer contre Nice après la trêve. Moi, j'ajouterais un petit détail en plus. Il sort quand même d'une préparation assez courte, assez succincte. Tu l'as fait enchaîner quand même, mine de rien. On se rappelle qu'il a joué la Coupe des Confédérations, qu'il est rentré après tout le monde et qu'il a pris une préparation assez tardive. Donc, là, tu viens de lui faire jouer 2 matchs, le mettre un peu au frigo pour le 3e, c'est pas non plus illogique. Sinon, Lemar à gauche, pas de souci. Ronny Lopez Oui. toujours à droite, il tient un peu la corde, je pense. Puis Je pense, sachant qu'en plus Ghezal, il l'avait annoncé entre guillemets pas forcément au point physiquement, donc je doute qu'il ait déjà les cannes ou le physique pour jouer 90 minutes, ne serait-ce que pour débuter. Et en attaque, donc Falcao sera sans surprise reconduit. Donc j'imagine que là, on devrait voir également son association avec Diakabi, à moins que Jardim décide de mettre Carrillo, mais bon, Ça m'étonnerait. voilà, on l'espère pas non plus. Ah, faut pas lui cracher dessus non plus. Crache pas dessus, j'ai dit que j'y serais déjà dans un charter pour Buenos Aires si c'était que moi. Ah, toi, il y en a beaucoup qui seraient dans des charters. Hein. À tout de suite. Bah, oui. En tout cas, pour être sinon complet, on va juste mentionner l'arbitre. Donc c'est François Le Texier et il arbitrait l'ASM une seule fois la saison dernière. C'était face à Nancy, une victoire 6-0 à domicile. On s'en souvient. Merci Romain. Hein, donc on arrive au terme de cette émission. Merci à toi donc de ta participation. Merci On à te toi, retrouve. Damien. Joli On te lancement retrouve. ce soir. Merci. Ah, c'est plus facile quand on peut gérer soi-même. Hein. Quand t'as pas compté jusqu'à 10. Hein. Bref. La prochaine fois, tu préciseras le tempo, monsieur. On te retrouve toi demain soir, Romain. Yep, en live avec Voilà, Rome et Nicolas. tout à fait. Ce sera le prochain rendez-vous, donc en live sur notre chaîne YouTube, hein, et on espère vous retrouver nombreux. On ne doute pas que vous serez au rendez-vous, les débriefs étant certainement votre émission préférée. On remercie. Vers 23h. Voilà, dans la foulée du match, on va dire vers 23h, Voilà. effectivement. Le temps qu'on prépare nos petites Tout à les fait. stats, les petites bricoles, Voilà. qu'on se mette d'accord et puis. On vous tiendra de toute façon au courant, notamment sur les réseaux sociaux, pour vous dire quand on débutera. Si vous êtes abonné à la chaîne, d'ailleurs, vous devez recevoir normalement une petite notification qui vous dira à quel moment débute l'émission. N'hésitez pas Voilà. à vous abonner partout. On remercie, on remercie une nouvelle fois Flo pour sa disponibilité lors de notre entretien. Et je vous rappelle donc la rencontre entre Metz et Monaco, c'est ce vendredi, c'est 20h45, et c'est une rencontre qui sera à suivre sur les antennes de Canal+ Sport. Petit pouce bleu, voilà. Vous avez également aussi la Gazette du Mercato qui est sortie hier et que vous pouvez toujours écouter si c'est pas encore fait. Et comme dirait Romain, petit pouce bleu. Voilà, merci à vous et bonne soirée. Salut. Et bisous.